Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission du Jus Presse qui reçoit ce matin Magloire Paloukou des Kivuan. Magloire, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tout le monde. Également sur ce plateau Edmond Izouba d'Opinion Info Net. Bonjour. Opinion, il ne faut pas céder, j'ai les domaines comme vous voulez. Merci. Merci. Et puis Joël Kandé-Ndanga d'Impact News. Joël, bonjour. Bonjour chers confrères, heureux de rencontrer pour la première fois sur le plateau une grande plume que j'aime lire, j'adore. C'est réciproque, Joël. En tout cas. C'est vraiment réciproque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous décryptons à cet thème ce matin. La situation sur les lignes de front est restée un peu confuse en territoire des Massissi et des Rutshuru au Nord Kivu. Les terroristes du M23 et leurs alliés RDF sont encore présents dans des entités stratégiques en dépit de leur retraite sur certains axes. C'est notamment l'axe Karuba, Kirolirwe sur la route Sake-Massissi et Sake-Kichanga en territoire des Massissi. Les endroits où l'homme 23 et RDF restent présents sont notamment les collines stratégiques non loin des Sake, dans les territoires de Rutshuru. Ces terroristes se sont retirés de certaines entités de la chefferie des Bito, notamment Kibirizi, Kabanda et Kibungu, alors qu'ils sont toujours présents à Kishiché, Tombo, Bambo, jusqu'à Bouiza. Et pendant ce temps, on note jusque-là que les militaires de l'EAC, les troupes burundaises, ont été déployés dans certaines agglomérations de la province du Nord Kivu et l'arrivée attendue de 500 militaires angolais est diversement commentée à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Quelle analyse faire de cette nouvelle évolution de la situation sur les lignes des fronts? Je commence par vous, Magloire Paloukou. Je rappelle que vous êtes des Kivuan, des médias qui émettent à partir de Goma. Vous avez couvert plusieurs guerres depuis 1996. Peut-on parler d'un retrait sérieux ou bien c'est un retrait des façades du M23 avec ses alliés le Rwandais? Ils se sont retirés d'où? Je ne sais pas. Se retirer signifie quitter Kilolirwe, quitter Mushaki, quitter Kishishi, quitter Tongo, quitter Katale, quitter Rutshuru, quitter Bunagana et rentrer d'où ils étaient venus. Ça veut dire dans les massifs de Virunga, donc entre Karisimbi et Mikeno, qu'ils restent là. Bon. Et puis, vous savez, Obed, vous avez bien dit dans votre introduction, ils ont quitté des endroits qui ne sont pas utiles, comme Kibirizi. Kibirizi, c'est sur les lacs, là, en face de l'Ouganda. Il n'y a que les Ougandais qui contrôlent là-bas. Bon, c'est vrai qu'il y a du bon poisson, le plus bon poisson quand même de la région, que nous savons, le tilapia. Mais on ne mange pas le tilapia maintenant. Et ici, c'est une guerre de minerais. Ils gardent ces gens, le plus bel endroit au monde, au niveau de Massissi, de Kilolirwe. Kilolirwe sur la colline Gitwe, qui était le quartier général de Kunda, où vous ne pouvez pas les attaquer, même en venant par hélicoptère. Vous ne pouvez pas les attaquer. Ils gardent là. Ils sont à Rubaya, dans tous les environs de Rubaya. Jusque même dans le versant du côté ouest, en allant vers Sake, sur la ligne Walikale. Ils exploitent quoi? Nous avons le coltan. Nous avons là où Siemens voulait venir. Il y a Pyrochlore également. Oui, là où Siemens voulait venir signer le contrat. Là où Motorola avait signé le contrat. Là où Barack Obama avait émis, grâce à cela, avait émis la loi de Dodd-Frank. C'est eux qui sont patrons. Laurent Kunda, avant de se faire arrêter, quand il avait pris tout ça, il avait dit à Paul Kagame, je dirige un pays plus important que le tien. Voilà, parce qu'ils sont sur une région enviée. La guerre qui est tellement économique. Le gouverneur Kondevila Kikanda, dans les années 80, quand il prenait tout ça, il se disait on pouvait même faire une clôture, on vivrait très bien. Donc, ils sont dans des endroits, même Tongo, un endroit très stratégique, puisque à partir de Tongo, jusqu'à Kibumba, il y a un couloir
où on ne peut pas attaquer des gens qui traversent le Rwanda quand ils arrivent à la place qu'on appelle 3 antennes au nord de Goma. Donc ils contrôlent toutes les entrées stratégiques, les tunnels cachés, les endroits, les forêts les plus vierges. Et je viens de Goma, la ville est asphyxiée. On a même volé les entités sous contrôle du M23. Bon, le M23, ça fait plus de 14 ans que le M23 existe. 14e anniversaire aujourd'hui. Oui, voilà, que le M23 existe. Certains rebelles du M23, notamment le chef Bertrand Bissimo, ça fait 5 fois qu'il est rebelle. 5 fois, je te dis. Depuis l'AFDEL, il était mon chef. Donc si j'étais dans le M23, je serais président aussi, adjoint. C'est tout. Mais c'est des aigris, des assoiffés de pouvoir, des petits méchants, des gens qui n'écoutent que l'étranger, des moins nationalistes qu'on peut savoir. Parce que je ne vois pas un seul nationaliste qui puisse entrer dans le M23. Je connais certaines personnes qui étaient dans le M23 par ambiance parce qu'ils voulaient venir à Kinshasa prendre le pouvoir. Mais avec l'amour, le sang nationaliste, ils se faisaient gifler par le Rwanda. Parce qu'à un moment donné, tu n'acceptes pas ce qu'on te lit ou ce qu'on te dit dans les chambres de retraite. Alors, le M23 qui traîne est son échec. L'échec du M23, j'avais déjà écrit Comment que ça, en prenant Bunagana, en prenant Kilolirwe, oui. le M23 c'est fini. Mais comment ça? Parce que Il se tape de l'argent avec beaucoup de minerais. Non, mais la traçabilité, elle est très sévère. C'est vrai que pour vendre à Dubaï, pour vendre en Angleterre, il y a une certaine traçabilité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont méfiants. Mais ils sont devenus le grand producteur des minerais. Non, ils ne sont pas grands producteurs de minerais. Ils n'ont même pas de puits. Ils peuvent être sur le hit parade, mais ils ne sont pas dans le palmarès, mais ils ne sont pas producteurs. Les gens sont méfiants. Nous voyons grand. Nous voyons Siemens, nous voyons Samsung, nous voyons iPhone, nous voyons Motorola. On ne voit pas les contrebandes. Et les gens, aujourd'hui, attention, ceci va se répéter 20 ans après. L'homme 23, j'ai appris comme ça, qui cherche à se cacher derrière certains accords politiques ou même changer de nom. Mais la faute sera individuelle prochainement. Alors, le 1-23, c'est une histoire. Merci. J'ai beaucoup aimé, je termine par là, la petite vidéo qui a fait le tour de la présidente de la Tanzanie, Mama Samia. Elle a dit, nous venons là-bas, au Congo, pour parler avec ces gens. Parler entre guillemets. Hein. Et puis, pour nous, le Congo est important parce que c'est le poumon économique de toute la région. Alors, on ne va pas laisser le poumon économique pendant à genoux, sinon tous ces pays, ce sont des dépendants du Congo. Merci Magloire. Vous allez répondre dans 30 secondes, car l'ancien gouverneur de Nord-Kivu, Julien Paluku, pendant 12 ans, d'ici la guerre est terminée, la République démocratique du Congo, l'économie rwandaise va perdre 1,7 milliard de dollars américains. Donc le Rwanda n'a pas intérêt pour que la guerre puisse se terminer. Le régime de Kagame, pas le Rwanda, c'est différent. Les Rwandais sont très pauvres. Les Rwandais viennent vendre à Goma la nourriture pour rentrer avec les habits. Il faut encore le troc jusqu'à aujourd'hui. C'est un peuple très très pauvre. Les Rwandais, beaucoup de Rwandais vivent comme domestiques à Goma, comme travailleurs à Goma, comme filles de joie à Goma, comme enseignants, comme serveuses. Ça veut dire le régime Kagame. Le régime Kagame. J'espère que tu n'en as pas profité. Il faut demander à Yves Bouya, c'est lui qui peut témoigner. Non, les Rwandais sont très pauvres et ils ne vivent que sur le mamel du Congo. Si le gouvernement rwandais redevenait normal, notre puissance, et vous savez quand même, il faut savoir insécuriser l'autre pour bien être en sécurité. Merci. Alors Edmond Izouba, vous revenez également de l'Est de la République démocratique du Congo, vous faisiez partie de la suite de Vital Kamerhe dans l'opération Amani. Quand une force rebelle se retire, c'est soit par pression militaire, pression diplomatique, soit par un échec. Peut-on parler d'un retrait, observation ou bien réorganisation du M23? Bon, moi je préfère parler de la réorganisation parce que le retrait, on entend ce mot depuis Kibumba. Mais tout récemment, quand je suis arrivé là-bas, jusqu'à Nyiragongo, dépasser des camps de réfugiés.
où il y a quand même beaucoup de frontières érigées par notre armée, vous vous rendez compte de certains témoignages, on vous dit qu'ils sont encore là. Donc, ce sont des déclarations de bonne foi, mais qui ne s'exécutent pas. Ouais. Donc aujourd'hui, la vraie guerre doit se gagner. Doit se gagner pourquoi? Parce que dans ces jeux du M23, je me rends compte que beaucoup de pays commencent à s'intéresser. Il y avait les forces de l'EAC où j'ai constaté moi-même qu'il y a un problème sérieux de communication parce que tous ces éléments mais c'est une force défensive, ce n'est même pas une force je suis d'accord. offensive. Mais d'abord, au niveau de communication, avec notre armée, ça pose problème. Quand un général, par exemple, Kenya veut s'adresser aux militaires congolais, il doit y avoir un traducteur au milieu pour expliquer. Mais espérons l'armée à tous, toutes ces Vous savez, compétences. j'ai compris ça comment? À l'époque, les FAC travaillaient avec les Zimbabwe qui ne parlent qu'anglais, Oui, même les mais Angolais. attention, Oui. les époques c'est différent. Oui. Les Zimbabwéens, quand ils étaient venus ici, on était en parfaite collaboration. Et ce n'était pas une force, je dirais... D'interposition. Voilà. C'était, Donc, ils étaient venus avec des missions bien établies. Mais avec l'EAC, la contradiction se pose déjà au niveau d'état d'esprit. Le gomatracien attendait qu'une force vienne en appui au FARDC pour attaquer. Mais en arrivant sur place, déjà le premier discours était décevant pour la population. Je parlais ici de la communication, pourquoi? Parce que la population, notamment la société civile qui avait organisé des marches contre cette force, mais les éléments de cette force n'étaient même pas au courant. Ces jours même de la marche, la population a érigé plusieurs barrières. Ils sont sortis, ils ne savaient pas, ils s'étonnaient que la ville soit en mouvement de revendication contre eux, et puis demander des explications de gauche à droite. Donc, un jour, il peut y avoir des tirs et des fusillades comme ça entre la population et cette force. Mais pour s'intégrer avec la RDC, ils organisent des matchs de football avec les éco-gardes. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Parce que ce que nous ne comprenons pas, il ne fallait pas que le M23 occupe ces zones qu'ils occupent aujourd'hui. Non, en prenant beaucoup de temps. Ouais. Ça déstabilise ces régions. Il a parlé de Kirolu, oui. Mais il y a une fromagerie qui nourrit la Goma, qui nourrit la ville de Goma. Il y a des bétails. Et le fromage, même le prix du fromage a grimpé à Goma, même des saucisses. Ouais, justement. Maintenant, parce que la ville est asphyxiée. Goma va manger quoi? Goma sera nourri avec quoi? Ils ont pratiquement arrêté le trafic sur la route nationale numéro 2. Mais l'armée devrait aussi anticiper. Ils sont à Kichiché. Ils sont à Kichiché. Pourquoi l'armée n'a pas anticipé? Ils sont à Kiwanja. Oui. Ce sont des centres de négoce. Ils sont à Bunagana. On vous dit, c'est des affairistes qui viennent à Bunagana. Alors, comment cette ville sera nourrie, ville de Goma? Parce que la plupart des gens qui travaillent dans ces zones-là, c'est des enfants de Goma. À Goma, il n'y a pratiquement rien. À Goma, c'est un milieu où vous pouvez venir visiter et tout ça, et en touriste et rentrer. Mais on nous asphyxie, on récupère, et voilà des forces qui viennent. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'Angola. Qui ne sait pas que l'année passée, l'année dernière, au mois de mai, l'Angola a signé 9 accords avec le Rwanda, y compris le gaz méthane du lac. Alors je me demande si... Ce qui est du droit de l'Angola. C'est qui est du droit logique. de l'Angola. Mais est-ce que l'Angola, qui a 9 accords, va accepter que le Rwanda, parce que les deux ils cherchaient le développement de deux peuples, le peuple congolais et le peuple rwandais. Est-ce que l'Angola va accepter que le Rwanda puisse perdre cette guerre aussi comme la RDC l'entend? Est-ce que ça se passera de cette façon-là? Il ne faut pas que cette population du Nord Kivu enregistre des désolations en désolations. Et ça sera maintenant une guerre en interne. Cette population-là retournera contre nous. Alors, il y a encore un fait. Le FARDC. Là, on n'en parle pas beaucoup parce que j'ai mené quand même une enquête là. Je l'ai même titré « Les dilemmes FARDC ». Privé des moyens, astreint au résultat. Il suffisait d'arriver sur place pour se rendre compte de la situation. Mais il y a des secours qui ont été mis à contribution. Ne vous en faites pas. Oui.
Les Sukhoi sont là, on pourchasse les rebelles, mais la détermination est quelque chose de très bien. Parce que ça doit motiver. Vous voyez, on a ici lancé la mobilisation et tout ça autour de FARDC. Il faudrait que sur le terrain, qu'il y ait également cette même motivation. Si la motivation est partagée jusqu'au niveau du front, où s'exercent ces pratiques militaires, je crois que ça sera une bonne chose. Donc, je vais peut-être me limiter là pour ce qui est du FARDC, mais je demande que le gouvernement soit vraiment à la hauteur des attentes de FARDC. Les FARDC attendent beaucoup du gouvernement. Merci. Alors, Joël Kadir, vous êtes internationaliste. Il y a quelques éléments des troupes burundaises qui ont été déployés dans certaines agglomérations, dont au Karouba, Mouchaki et Kiro-Liroé, même et Kichanga. Pendant ce temps, 500 militaires angolais attendus. Mais pour la société civile de Goma, cette force angolaise doit avoir un mandat offensif et pas défensif comme les ACA. Bon, merci beaucoup, très cher Obed, mais c'est très difficile. Sur un plateau, vous me mettez en face de Paloukou, qui est un expert de la région, qui connaît la région, qui bouffe la région, qui a maîtrisé la région, qui a couvert la région. Pas comme les Zouba, hein. Je lis tous les jours. Non, c'est ce que je dis. Je me suis associé même dans son groupe. Ce n'est pas facile de mettre un point de vue après que l'expert terrain ait parlé et après qu'un journaliste qui vient du terrain, qui vient fraîchement du front, qui a été au contact. Donc c'est très difficile. Donc je me sens très déjà fragilisé au départ parce que ce sont des grosses intelligences qui ont émis leur point de vue. Mais là où il faudrait que peut-être je mette le point de vue, bon, écoutez, les intérêts sur le plan géostratégique et les intérêts sur le plan économique sont diamétralement opposés. Bon, ils peuvent se croiser quelque part, mais ici, il y a question dans la nouvelle force qui vient de l'Angola. Et vous allez voir dans leur stratégie militaire, ils n'ont pas ni l'état-major général à Goma, ni à Bukavu. Ils ont placé l'état-major général au niveau de Kindu. Malheureusement, il y a les membres de la société civile. C'est stratégique aussi. C'est stratégique. C'est stratégique parce que vous ne pouvez pas être pratiquement à 20 mètres du front. Donc on risque... C'est ce qu'on a même conseillé. Les secours ne devraient pas rester à Goma. Pourquoi ne pas rester à Beni ou à Kindu? Non, c'est dangereux. Oui. Non, c'est très dangereux. L'état-major général des opérations, l'état-major général, donc l'état-major des opérations doit connaître une distance avec les centres des opérations. Oui. Pourquoi? C'est pratiquement l'erreur qui nous est arrivée, je crois, en 2000, oui. En 2000, lorsqu'on a placé l'état-major, on était au niveau de Poito, et on a laissé l'état-major à quelques 30 km. Donc il a fallu une infiltration, une trahison au sein des phares, de forces armées de la RDC, des FAC à l'époque. Il a fallu pour qu'on prenne tout l'équipement militaire pour lequel Mouzé avait dépensé beaucoup d'argent. Et c'était sous le commandement de l'actuel sénateur à vie et le général Djonou. Donc on avait tout pris. Donc il faudrait qu'il soit à Kindu. De cette manière, à partir de Kindu, on commande les opérations là sur le terrain. Mais ce qu'on attendrait réellement de l'Angola, c'est de se distinguer. Et à ce niveau-là, l'Angola a besoin de garder son rôle de celui qui impose la paix dans la sous-région. On a les beaux souvenirs pour les Angolais. Il a besoin, oui, il a besoin de sa crédibilité. Et je crois ici, ce qui va jouer, ce ne sont pas les intérêts qu'il a à partager avec le gouvernement rwandais. Lequel gouvernement rwandais, il faudrait aujourd'hui qu'on se le dise. Il est un peu dans un état non seulement d'isolement par rapport à certaines puissances qui le portaient, mais également il est très fragilisé. La guerre ici, non seulement qu'elle asphyxie Goma, autant qu'elle asphyxie également Kigali. Parce que, je crois, j'ai été à Goma 2-3 fois, je me rappelle que la plupart des filles qui travaillent dans nos hôtels viennent du Rwanda ou ils sont du Rwanda, habitent Goma. La plupart de ceux qui travaillent, et c'est là où je dis,
Donc c'est une guerre que nous allons gagner. Que nous allons gagner, même dans le temps. Mais nous perdons sur le terrain. Non, on ne perd pas sur le terrain. Il y a des entités qui passent sous contrôle. Edmond a dit quelque chose ici. Du Rwanda sous couvert du 23. Vous savez, ce que nous avons comme atout dans cette guerre, c'est la fibre nationaliste qui coule dans les veines, n'est-ce pas, des militaires qui sont au fond, particulièrement les militaires congolais. La seule faiblesse que nous avons quand on dit non, ils gagnent, c'est parce qu'entre-temps, au-delà de cette fibre nationaliste qui coule dans le sang de nos compatriotes, il y a encore ceux qui sont encore des mèches avec ces groupes terroristes. Donc, ce qui fait que ces trahisons-là font en sorte qu'on communique tout. Dernièrement, j'ai entendu encore un colonel qui s'est rendu. Alors, un chef des opérations, ça veut dire il avait le plan stratégique des opérations, en partant de l'autre côté, il va le vendre, mais c'est là où nous attendons bien plus, c'est là où je vais rejoindre. Ça n'est pas aussi interdit à la RDC d'infiltrer le Rwanda. Mais écoutez, nous sommes sur le plateau de la télévision. Bien sûr. On ne vous le dira pas. Si aujourd'hui, on a mis la main, par exemple, sur l'infiltration n'est pas l'apanage de... Non, si on a mis la main sur le général Yav qui est en prison, si aujourd'hui Kagame est parvenu à changer son sillage sécuritaire, son cordon de sécurité, il a compris qu'il est également infiltré. Mais ce n'est pas quand même l'occasion ici. Non, rien du tout. Ça, on va dire que nos services de renseignement... On ne doit pas préparer l'ennemi. Non, c'est là où nous en appelons vraiment un peu à la conscience du gouvernement, particulièrement celle du ministre des Finances, qui devra comprendre les priorités pour l'instant, c'est quoi? Les priorités pour l'instant, c'est soutenir vraiment, appuyer l'armée. Imposer la paix. Parce que nous avons en effet des militaires qui sont déterminés. Les Kenyans, les Tanzaniens, les Burundais viennent. Ce que je crains, je l'ai dit sur un autre plateau, c'est deux choses. La première, c'est une sorte d'afghanisation de l'Est de la RDC. Ça veut dire quand toutes ces armées auront échoué, elles vont repartir et vont laisser la zone sans contrôle. Et si nous, au niveau des FARDC, nous ne sommes pas bien structurés, bien organisés, donc ça risque de connaître un remplacement déjà un peu en dehors. Deuxième peur ou deuxième crainte que j'ai, c'est une sorte de ce que j'appelle kissanganisation encore de l'Est de la RDC. Par kissanganisation, j'entends la guerre entre les Rwandais et les Ougandais qui se sont battus à Kisangani. Donc avec toutes ces armées, et lorsqu'un problème de communication se pose, et Edmond venait de le dire ici tantôt, étant donné qu'il n'y a pas une bonne communication entre eux, et qu'ils puissent s'intéresser, comme j'ai appris que l'armée rwandaise serait également dans certains sites miniers, qu'ils puissent engager une guerre pour le contrôle de ces gisements miniers et qu'ils s'affrontent. C'est tout ce que je crains. C'est ainsi, c'est là où je vais chuter pour conclure, pour dire, c'est là où je vais rejoindre l'éditorial de Colette Brackman lorsqu'elle a écrit pour dire que le Congo n'a pour ami que le Congo. Donc nous avons l'obligation, au niveau de notre pays, au lieu de nous éparpiller en nous concentrant sur des discours et transitions ainsi de suite, on a un objectif où tous, le chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de l'appuyer et que lui-même se concentre pour, en effet, nous unir en vue de faire face. Mais là, je vais féliciter quand même certaines forces d'autodéfense du Kivu. Hein, des fois, nous qui sommes de l'ouest ou du centre ou à Kinshasa, on trouve par exemple la plupart des Kivusiens, non, ils sont... Mais c'est grâce à ces gens que le Congo, à ce jour, est encore dans ses limites de 1960. Donc il faut féliciter ces jeunes gens et il faudrait en effet les encourager, les soutenir pour qu'ils constituent encore, qu'ils continuent à mener
la guerre jusqu'au bout. Magloire Paluku, est-ce que des soldats étrangers viendront mourir à la place des Congolais au lieu qu'on puisse construire notre système de défense donc au niveau du pays? Et où en est-on avec la mise en œuvre de la loi portant programmation militaire avec $1 milliard américains par an? On ne le sait pas encore. Et puis avec l'Angola, il n'y a pas d'attache culturelle, donc on peut quand même compter sur l'Angola. Nous avons oublié, et c'est ça la valeur quand même et l'importance d'être Congolais, c'est que nous sommes un tout petit peu téméraires. On oublie vite, on a un bon cœur, mais tout le monde ne parle plus de MONUSCO ici. Donc depuis 1960, l'ONUC, MONUSCO existent. Et maintenant, ces forces qui viennent, ces militaires étrangers, personne ne vient se battre. Vous avez suivi avec attention, peut-être comme moi, les délégations qui sont en train de suivre, surtout la délégation de Conseil de sécurité. Il y a même des phrases qu'on devrait comprendre, nous vivant à Kinshasa, d'une autre manière. En Kiswahili, ils ont, un membre de délégation a dit « Toutes ces troupes de l'UAC est sous le parapluie de la MONUSCO ». Est-ce que nous comprenons ça? Sous le parapluie. Ça veut dire, nous ne pouvons même pas agir comme la MONUSCO. C'est aberrant. L'Angola, c'est bien dit. C'est la présidente de la Tanzanie qui a dit. On ne vient pas se battre. On vient parler avec ces rebelles. Mais pourquoi nous sommes en train d'oublier tout ça? Il faut suivre vraiment au fur et à mesure des mots qui sont en train de nous pousser dans un isolement. Dans un isolement. Nous sommes déjà préparés. Nous sommes déjà préparés. Joseph Kabila avait dit une fois, quand une guerre se termine, il faut s'attendre à une autre. Notre pays. Et je pense, le président Tshisekedi, en disant, quand il a pris le pouvoir, que je ne serai que président quand il y aura la paix, ce n'est pas à dire que je ne serai pas président. Ça veut dire vraiment, il y a toute une rhétorique autour de cela. Je suis prêt à mourir pour qu'il y ait la paix. Les gens ont pris ça, non mais même toi tu rigoles, tu as pris ça artificiellement. Hein, tu as pris le mot à mot, une traduction littérale de ce que le chef de l'État a dit. Non. Ah voilà. Une détermination n'est pas un cercueil. Et il faut bien voir au-delà. Toutes ces armées qui arrivent, personne ne prendra la victoire contre les M23. Personne. Aucune armée. L'UAC ne peut pas se battre contre l'UAC. Ils ont des accords internes. Ce que nous pouvons faire, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement, c'est de toucher pour isoler le M23. Le Rwanda n'a aucun argument sur la table de négociation. Aucun. On a essayé avec ça. Yerodia Abdoulaye, quand il a commencé à chercher l'accord de siège, qui a fait venir d'ailleurs la MONUC, le Rwandais en face du Congolais n'a que le mensonge. Et il n'a là que la victimisation. Vous voulez nous génocider, vous tuez les Tutsis. Mais tu as déjà vu vraiment un Tutsi congolais qui se fait tuer parce qu'il est Tutsi. Et l'ère de l'air qui est maintenant l'âge de Kagame. Voilà les arguments. Aujourd'hui, il faut regarder le Rwanda en face. Comme ils sont en train de le faire, comme l'accord de l'Angola est en train de le dire. Quand nous aurons Kagame en face de Fachi, béton, ajoutons là. Quand nous aurons la fragilité en face du béton, il n'y aura plus de négociations, il n'y aura plus d'arguments. Nous donnons la chance à Kagame de parler en singleton dans des médias, parce qu'il fait quand même $80 000 par mois pour certains médias, un média que je connais, pour payer. Ils savent communiquer, ils communiquent, parce que c'est vraiment quelqu'un qui ment, il ment bien. Qu'est-ce qui nous manque pour Ça veut dire qu'il faut l'approcher. Il faut l'approcher. Plus on l'approche, plus il n'a pas d'argument. Et vous savez, j'ai toujours clamé cela, même si c'est mal entendu. Un Rwandais n'a pas d'argument face à l'agression du Congo. Sur la loi portant programmation militaire, où en est-on? Il y a chaque année, ça a commencé depuis cette année. Évitons des débats
sentimentaliste. Mais c'est pas sentimentaliste, Si, on doit le si. dire. La presse veut du buzz. Attends, je viens de suivre je viens de voir l'évolution des idées d'Edmond, comment il est en train d'agencer ses idées et les écrire. Je pense qu'il a évité le sentimentalisme. On ne peut pas débattre sur le budget d'une armée. Pourquoi? Vous ne savez pas ce qu'on appelle fonds vautour. Vous ne savez pas ce qu'on appelle fonds d'urgence et quand c'est utilisé. Nous ne savons pas d'où vient l'argent de l'armée. Est-ce que c'est l'argent voté dans le budget sur les 16 milliards ou les 3 milliards? Comment avec les 4 milliards on est parvenu à avoir un budget? À l'époque de Mzee, c'était 1 200 000 $ par jour pour la guerre. Est-ce que ça venait du budget de l'État? Alors, ça serait imprudent de commencer à discuter. Mais il y a quand même les milliards prévus, c'est qui est officiel. Attendez. Mais l'armée je vais te répliquer ce que Julien Paluku disait à Goma quand il était gouverneur aux députés qu'il attaquait. Vous faites la confusion entre une prévision budgétaire et une utilisation du budget. Ce qui est dit à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on vous dit que c'est déjà l'argent collecté? C'est une prévision budgétaire, mon frère. Ça veut dire, Obed, pour faire ton émission prochainement, il nous faudra 50 000. Mais tu ne les as pas encore. Maintenant, on va te dire que tu as fait une émission. On peut quand même commencer ainsi de suite. Non, je vous dis, ne fantasmons pas sur $200, on peut avoir 200. Ne fantasmons pas sur le budget de l'État. J'ai suivi Poutine dire ceci. Notre budget, c'est... le budget, c'est à peu près 50 milliards pour une portion de l'armée, mais aux États-Unis, il sera à 300 milliards. Alors, les prévisions budgétaires ne sont pas le budget. Dire que les FARDC ont déjà 1 milliard, c'est plus que ça. Peut-être qu'ils utilisent déjà 10 milliards sans le savoir. On doit les sentir sur le terrain. Ah si, voilà. Et un avion qui part, un Sukhoi qui monte, une balle coûte combien? Et il y a combien de balles tirées par jour depuis qu'on a commencé? Pas 2, 3, 4. Non, je termine par ceci. En posant une question à laquelle je vais répondre. Si vous voulez connaître le budget d'une armée, comptez le nombre de balles qu'on tire par jour à l'armée et qu'une balle coûte entre 1 et 10 $. Merci Mangor Paluku, Edmond Izouba. Il y a aussi dans le Grand Nord, même à Ituri, les EDF se sont adaptés à la coalition UPDF FARDC. Au mois de mars, plus de 60 civils ont été massacrés dans la région de Béni. Même une partie du territoire de Loubero, une fois dans l'histoire, a été touchée par ces massacres. On peut aussi parler, donc on peut aussi évoquer le problème des communication, parce que chaque équipe a son porte-parole, Sokola a son porte-parole, Coalition son porte-parole, le Petit Nord aussi son porte-parole. Est-ce que ça ne peut pas aussi impacter négativement la communication au niveau des opérations? Oui, tout à fait, parce que on doit d'abord évaluer toutes ces opérations-là lancées. Il y en a d'autres que nous avons oubliées depuis la mort de Mamadou, et aussi après que le 1-23 ait été défait, il y a quand même un certain nombre d'opérations qui devraient cesser. On devrait revenir à l'armée normale. Maintenant, des sous-branches au sein de l'armée défavorisent aussi justement la communication. On devrait centraliser les opérations et puis mettre un seul chef de commandement. C'est pas 38e zone et tout ça. Donc ça crée justement de l'embrouille. On ne sait pas. De généraux sur le terrain. On sait qui pas. Commande qui. Oui, donc on doit voir aussi la cartographie de la guerre. On doit savoir qu'est-ce que nous avons gagné depuis qu'on a lancé les opérations, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'il faut et tout ça. Ce sont des évaluations qui se font secrètement, sans peut-être que nous soyons au courant, mais ça s'est fait avec beaucoup de discrétion. Alors je voulais parler tout à l'heure parce que Joël Kada dit l'Angola a un rôle de garder sa crédibilité. Mais on fait justement la confusion entre l'Angola de Dos Santos et l'Angola de Lourenço. Lourenço voit l'Angola autrement que Dos Santos. Alors Dos Santos
avec Mouzé, parce qu'il faut aller aussi jusque dans des particularités. Il y avait quand même un état d'esprit qui s'est dégagé. Un passé communiste. Oui, voilà, justement. Donc aujourd'hui, l'Angola de Lourenço, c'est tout à fait autre. C'est comme l'RDC de Félix et autres que celle de Laurent Désiré. Heureusement, l'aîné Paluku a précisé des choses avec la déclaration du président tanzanien. Et puis après, on va voir ce qui va se passer. Mais on doit faire très attention. Comment? Oui, parce que le 1-23 n'est pas bête. Le 1-23, comme le président Macron l'a dit, est utilisé par des grandes puissances, par des pays et par des individus. Donc, il n'a pas caché le mot. Il a précisé les choses. Mais, comme a précisé, il dit, nous donnons d'abord la chance au dialogue. Ça veut dire que tous qui utilisent le 1-23 aujourd'hui, ils le savent et ils se préparent. Quand le 1-23 dit je me retire, je me retire, je me retire, je garde, je garde, je garde, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils font pillage. Ils pillent à la va-vite. Il faut évacuer les choses, les véhicules entrent la nuit, récupèrent et puis ils partent. Donc, nous risquerons de voir ces zones une fois libérées qu'il n'y a plus rien. Et la pauvre population qui s'est cantonnée à l'Iragongo là-bas, où il n'y a même pas des installations hygiéniques, il n'y a rien. C'est horrible de voir cette situation. Plus sérieusement à Goma. Tous les jours, nous sommes pendant la saison pluvieuse à Goma. Donc, la situation est tellement catastrophique. Ils partent, ils brûlent des maisons et puis ils s'en vont. Et vous avez une population qui ne demandait rien au gouvernement, qui vivait de l'autosuffisance alimentaire, qui partait au champ et ils ne laissaient plus rien faire. Les jeunes qui sont restés n'osent même pas aller au champ, surtout à Rutshuru. C'est très compliqué la situation actuelle. Il y a déjà le choléra, il y a risque que des épidémies, en dehors de la situation humanitaire dramatique, que nous ayons une situation sanitaire catastrophique. Parce que là, on va commencer à ramasser des cadavres, pas des cadavres tués par le 1-23, mais cette fois-là, frappés par la maladie. Donc cette population est prise en étau. De l'autre côté, c'est la guerre, et de l'autre côté, d'un côté, c'est la guerre, de l'autre, vous avez la maladie. Donc, le gouvernement doit faire très vite. Le problème des moyens se pose très sérieusement et on doit agir. Merci alors Joël Kadia. Et je voulais aussi, rapidement, rapidement, des questions de souveraineté ne devraient pas être partagées comme des cacahuètes. Je crois, Mouzé qui l'a fait de bonne foi, on parle de guerre de 5 jours ou 6 jours. Voilà. Et on a connu cela. On est en train de surmilitariser une seule zone. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Déjà, quand il y a un problème de communication, il y a risque qu'il y ait, par exemple, une armée, je ne sais pas, angolaise ou d'un autre pays, ou une armée burundaise, qui agirait ou donnerait un tir de trop et ça déborde. Il y a des Sud-Soudanais qui sont entendus également. Imaginez que tout ça, c'est cantonné dans une seule zone. Je connais bien l'Afrique. Ça peut ne pas être la volonté de pays d'envoyer les militaires pour piller, mais en arrivant sur place, attention, nous savons comment nos militaires, surtout africains, sont traités. En arrivant là-bas, ils risquent de changer d'avis. En voyant par exemple des richesses que jouissait le 23, il y a risque que certains soient même recrutés par le 23. Merci. Alors, Joël Kadea, le tête-à-tête Félix Tshisekedi, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, peut-on parler peut-être d'un début de négociation en coulisses? Non, je voudrais revenir d'abord, avant de répondre à cette question, sur 2 petits points. Le premier, cette rhétorique de M23 a été de fait, c'est faux et archi-faux. Comment ça? Le M23 n'avait jamais été de fait. Mais on avait vu les images, Joël Kadea. S'il vous plaît, oui, allez-y. Je vais y aller. Il y a déclaration de Kampala, déclaration de Nairobi, il se retire. Suivant ces déclarations-là, le M23 devrait être transformé en parti politique. Et lequel parti politique? Celui qui a mené les négociations, c'est Moïse Tchoko Tchembo, paix à son âme. Et c'est lui qui avait été désigné comme secrétaire général de ce parti, Faustin Sotala, qui a été arrêté avec Moïse Tchoko Tchembo. Et Moïse Tchoko Tchembo est venu avec le mandat du pasteur Uruniga.
Et on a créé le parti politique ASP. Deuxième élément, il fallait que un du M23 soit l'adjoint au processus, le suivi là, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça n'a jamais été résolu. Troisième point, il fallait que les militaires du M23 qui s'étaient retirés au niveau du Rwanda et de l'Ouganda soient ramenés au Congo. Mais le gouvernement Kabila a refusé qu'ils reviennent. Il les a maintenus en Ouganda et au Rwanda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a eu besoin du M23, ce sont eux qui sont venus en 2016 pour tuer. Les opérations, première carton jaune, deuxième carton jaune. Ça, c'est une déclaration très grave. Non, il y a une, il y a une ONG internationale. Oui, mais qui l'a fait. Pas la parole devant Dieu. Non, s'il vous plaît. Moi, j'avais les informations oui. Parce que je vous dis que avant que Tchokone meure, je connais les militaires du M23, rwandais ou ougandais, qui ont opéré pendant ces opérations. Ce sont eux qui ont tué au Kasaï. C'est pourquoi on vous dit que quand vous regardez un militaire congolais, la manière, les modus operandi qui a été mené au Kasaï, on ne peut pas, c'est pas un Congolais qui peut le faire. Même ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Kwamut. Même ce qui est en train de se passer à Kwamut aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous dire, le M23 a été mis en veilleuse pour être ressuscité en cas de besoin. Lorsque ceux des responsables de Kinshasa en ont eu besoin, ils ont fait recours au M23. Lorsque Kagame également a eu besoin, après l'état de siège décrété, lorsque Kagame en a eu besoin, il l'a fait. Deuxième élément. Oui, je reviens. Non, je reviens. C'est très important. Je voudrais ici, cher ami Edmond, c'est par rapport à la géostratégie. Ça peut avoir évolué. Écoutez, Lorenzo est plus redevable à la RDC, ça je vous dis, que Dos Santos. Pourquoi? Lorenzo, c'est un des anciens généraux qui connaît la contribution des gendarmes katangais dans la lutte contre comment il s'appelait, l'ancien rebelle Savimbi. Donc, il y a les relations au-delà de ça. Non seulement ça, l'Angola a plus à gagner avec la RDC que le Rwanda. Vous connaissez ce que nous tirons, ce qu'on exploite ensemble dans les littorales de l'Atlantique avec l'Angola. Et donc, je crois, au regard de tous ces éléments-là, je ne vois pas, moi, l'Angola venir faire, comme les autres armées, le défilé en République démocratique du Congo. Rapidement. D'abord, la première précision, c'est que le porte-parole du président de la République, Mme Tina, l'a dit, ce n'est pas le président de la République qui a invité Sarkozy. C'est lui qui s'est fait inviter. Vous connaissez les relations particulières entre Kagame et Sarkozy. Vous allez vous rappeler qu'en 2012, il avait déclaré que nous avons l'obligation de partager. Donc, il avait présenté la problématique d'un pays... Mais Félix a commencé à le faire, malheureusement, il a été poignardé. Oui, d'un pays à forte densité, et le Congo qui a beaucoup d'espace, Sarkozy. Et je crois, je ne sais pas, c'est l'un d'entre mes deux co-débatteurs qui a dit, si aujourd'hui on nous mettait en face du Rwanda, le Rwanda et la RDC, en tout cas le Rwanda sera balayé dans moins de 30 minutes. On n'a même pas besoin que toute l'armée aille là-bas. Juste l'état-major général de la province du Nord Kivu peut faire face au Rwanda et mettre fin à cette guerre. Mais le vrai problème, ce sont les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. J'ai toujours dit, si vous voyez une casserole remplie d'1%, c'est qu'elle est préparée avec sa mère. Ce sont les grandes multinationales. Aujourd'hui, le problème serait qu'on négocie avec ces multinationales-là, derrière lesquelles se trouvent nécessairement et essentiellement des personnes comme Sarkozy. Et donc, quand il vient, c'est peut-être au nom d'une multinationale quelconque, au service de laquelle il est. Et vous connaissez comment les campagnes électorales sont soutenues en France et qui sont derrière. Même aux États-Unis d'Amérique, ce sont les multinationales qui soutiennent. Vous allez voir même dans la guerre ici, en 1987, c'est Bill Clinton. Et ils n'ont pas intérêt à ce que les multinationales qui sont derrière la fondation Bill Clinton, les multinationales qui soutiennent, qui continuent à soutenir Sarkozy, puissent échouer. En sourdine, certainement, il y aura ce qui sera dit et ce qui nous sera présenté publiquement. Bon, en diplomate de formation, je sais que ce qui nous sera dit
sur le plan médiatique, c'est différent. C'est comme aujourd'hui, on peut tout dire sur la conférence de presse entre Félix Tshisekedi et Macron, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit en coulisses. Oui. Et on ne sait pas comment est-ce que la personne qui, après avoir été recadrée publiquement, pouvait se retrouver à Bandal en train de célébrer la Castel. Donc c'est juste pour vous dire qu'on attendra, mais la conclusion que je puis faire pour cette intervention, c'est que cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons la gagner, non seulement par rapport à la fibre nationaliste, mais également... Mais il faut se préparer. On se prépare, ne vous en faites pas. La préparation ne va pas se déclarer sur ce plateau de télévision. Et deuxièmement, nous allons la gagner. Pourquoi? Aujourd'hui, le régime de Kagame, avec cette politique de parler à ses patrons, à ses maîtres, a fait qu'aujourd'hui, le mensonge de Kagame sort à tel point que, quand vous regardez un Kagame qui parle aujourd'hui, Kagame est soliloque. Kagame, même quand il parle au Parlement, à ses parlementaires, vous sentez que c'est quelqu'un qui parle à lui-même. Il ne parle pas, il n'a plus personne en face. Parce que le comble, c'est que tous ces mensonges ont été tellement dits qu'il n'a plus rien à dire. Avec le minerai du sang. En effet. Et ce qui fait que, d'ici peu, son régime est au bout. Et avec la nouvelle classe dirigeante qui va s'installer d'ici 1 année ou d'ici 2 années, vous allez voir que les choses vont changer. C'est ce que vous voyez. Merci. Toutes les grandes puissances viennent en RDC. Pour quelle raison? Merci. Toutes, aujourd'hui, cherchent à parler avec le président de la République parce qu'on sait que Kagame finit bientôt. Et parce qu'il va finir, la nouvelle dynamique qui va s'installer à Kigali négociera autrement avec la République démocratique du Congo. Par le coup, nous tendons vers la fin de l'émission. Quelle solution pour imposer la paix à la République démocratique du Congo, à Rutshuru, à Masisi, mais également à Beni et Ituri, où plus de 150 civils ont été tués dans l'espace d'1 mois. Et vu l'évolution de la situation sur le terrain, faut-il négocier directement avec le 23 ou le Rwanda? Je voudrais d'abord revenir rapidement sur ce que Joël a dit. Le M23, de fait, il y avait déjà 3 M23, et même 4. Il y avait le M23 qui est resté en Ouganda, effectivement, le M23 avec Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. Oui. Il y a le M23 Roniga qui était devenu ASP, c'est là où il y avait notre ami Tchoko qui est décédé malheureusement, qui venait d'Afrique du Sud avant de nous rencontrer à Kampala, mais je suis resté 2 ans avec lui. Et puis il y a eu le M23, camp de la patrie, avec Kamba Sungeve et Sendougou Museveni. Et il y a un M23, 4 qui n'a jamais été déclaré, qui n'a jamais été déclaré, qui se trouvait ici à Kinshasa, au Parlement, avec beaucoup de politiciens que Charles Brando Simba était venu dénoncer. Et on connaît certains politiciens qui avaient fui. Alors, toute cette compilation de ce M23 a fait que ce soit le M23 ASP qui rentre au gouvernement ici, dans la majorité présidentielle. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda et l'Ouganda se moquent de nous. On ressuscite le M23 qui est à Kampala. Et il y a 2 semaines ou 3 semaines, on prend maintenant le M23 du Rwanda qui va rencontrer le M23 de l'Ouganda à Kiloliro. Bref, on est en train de se moquer. On fait tout un jeu. Il faut comprendre tout selon ces lois pour ne pas faire tout en M23. Ils ne s'entendent pas. J'ai tweeté ce matin qu'ils sont des frères ennemis. Vous savez, ils se sont tués entre eux à Kibumba, où Taganda a tiré sur une dizaine de militaires qui a fait peur. Et après, Makenga a frappé Taganda qui a fui jusqu'à Kigali, jusqu'à se présenter à la Cour pénale internationale, aidé toujours par le Rwanda. Bref, c'est tout un bouillon, tout un bouillon intellectuel qu'il faut comprendre. Un jeu malsain où on joue avec nous qui sommes vraiment sur notre bande. Alors, répondez à ma question rapidement, on tape vers la fin de l'émission. Sans négociation, on n'aura pas la paix chez nous. Mais comment négocier avec les terroristes? Nous sommes un pays qui réussit toujours quand il y a négociation. Nous sommes arrivés même au niveau où le pays était divisé. Est-ce une faiblesse? Rien. Non, c'est notre valeur. Est-ce une faiblesse? Nous sommes un peuple... Attendez, nous sommes une nation en mosaïque. Oui. Nous avons une force. Merci au président Mobutu qui, déjà à 88,
89-90, a laissé les politiciens congolais développer deux choses qui nous guettent jusqu'à présent, le déballage et les négociations. Et nous sommes un peuple qui est dans le déballage. Vraiment, nous savons nous saquer entre nous, mais nous avons toujours à nous attendre quand il y a des espoirs. Rappelez-vous comment on a eu les élections dernières, pendant que d'autres présidents venaient ici, et qui pouvaient imaginer que, après, comment ça s'appelle la dernière rencontre chez les prêtres? L'accord global de Senko. De la Senko. Qui pouvait imaginer qu'après la Senko, on pouvait s'entendre dans ce pays? Bon, il y a eu des morts, mais nous sommes arrivés à nous attendre. Moi, ma prière de tous les jours, c'est que nous qui Comment s'entendre avec le Rwanda? Parce que là, en 23 n'est que le Rwanda. On s'entend avec le Rwanda. Il faut différencier le Rwanda et le régime. Le président a dit qu'il n'est pas sincère. Non, c'est ça que je te dis. Il faut différencier. C'est là où nous devons jouer. Mais quand tu as parlé de communication à Izuba, nous devons savoir jouer entre le régime Kagame et le Rwanda. Comme Kagame nous utilise, nous, pour savoir différencier le régime Tshichi et le peuple congolais. Non, nous sommes différents. Nous sommes un peuple, nous sommes une mosaïque. Merci, Magloire. N'oubliez pas que nous sommes une mosaïque. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes une nation de plusieurs nations. Merci, Magloire. On est à la fin de l'émission. Alors, Edmond Izuba, comment imposer la paix dans une minute? Et pourquoi ce deux poids, deux mesures de la CPI tenter de poursuivre Poutine et Kagame laisser tranquille? Plus de 10 millions de morts au Congo. Oui, mais Joël a expliqué. Les puissances qui sont derrière le Rwanda sont peut-être plus fortes qu'une simple décision de la CPI. La CPI vit aussi des cotisations de ce pays-là. Pourquoi pas des multinationales? Donc, il faut prendre des choses comme ça. On a parlé de la Grande-Bretagne qui est un apport considérable pour le Rwanda. On a parlé de la France. Il n'y a pas eu de morts en Ukraine comme au Congo. Mais nous, on a des millions enregistrés. Donc, on ne peut même pas comparer. Vous voyez, même quand le président Macron est venu nous titiller ici avec certaines questions des souverainetés, c'est grave. Macron a justement oublié que la France, c'est la France qui a déstabilisé la RDC. Opération turquoise, mon encadre. En tout et pour tout. Même dans leur déclaration, comment un président qui quitte son pays, il vient au Congo, il nous demande à nous de partager nos richesses pour une paix régionale avec nos ennemis qui nous attaquent, qui nous agressent, qui ont déjà versé les sangs des Congolais. Et il est dit dans une tribune congolaise au Parlement. Et c'est le même qui est accueilli aujourd'hui par le président. Je ne sais pas, ça sert à quoi son discours, Sarkozy? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, toutes les décisions qui sont prises... Je l'ai dit. Oui, ben oui. Donc, même au sujet de l'embargo, mais on a fragilisé le Congo. Depuis Un 1999. pays qui n'achète des armes que par autorisation. Pendant qu'il y a des armées et des groupes armés qui sont décriés dans notre pays. Mais ça a été levé, on ne doit plus continuer à pleurnicher. Il faut maintenant... Justement, ça a été levé, nous sommes d'accord. Il faut retrouver le retard. Je suis en train de rappeler l'histoire, parce que les gens risquent de croire que quelque chose de bon peut sortir de la France. Impossible. C'est Sarkozy qui a crédibilisé la thèse rwandaise au Parlement français. C'est Sarkozy qui a présenté les excuses au Rwanda. Donc, ce n'est pas à Sarkozy qu'on doit dérouler les tapis rouges. Ben, c'est pas à Sarkozy qu'on va dire voilà, voilà. Mais le contexte est tellement bien différent que on va aller aux négociations, je suis d'accord avec mais le gouvernement veut dire qu'il n'y aura pas de négociation avec les terroristes. Comment le gouvernement peut-il se rédifier? Non, ça veut dire quoi? Si cette thèse pourra être dans cette bouillabaisse, on doit savoir distinguer les ennemis et les amis. On ne doit pas récupérer tout le monde. Non. On ne doit pas faire confiance à tout le monde. Non. Sinon, on va encore perdre davantage. Est-ce une force ou une faiblesse de la RDC? Attends, quand vous coopérez avec vos ennemis, c'est une faiblesse. Il faut avoir des mécanismes d'anticipation. Sinon, si les présidents, s'ils n'en dépendent pas de bonne foi du président de la République, il ne serait pas remis au Rwanda. Il l'a fait parce que lui-même s'est rendu compte que si le peu que nous avons, ça peut faire le bonheur de la région, tant mieux. Merci. Mais il a été remercié par la monnaie des singes. Donc il faut faire très attention avec ces négociations.
nous allons négocier. Oui, mais avec des amis, d'accord. Mais avec des ennemis, ils viendront encore nous poignarder dans le dos pendant que nous continuerons à pleurer des morts et des morts. Merci. Joël Cadet, dans 45 secondes, comment imposer la paix de la République démocratique du Congo, surtout en consolidant le système de défense du pays? Je crois à cet instant ici, nos services de renseignement travaillent également à la fragilisation du régime de Kigali. Ça, il faut le savoir. Et sur le plan des opérations, il faudrait qu'on continue à maintenir la pression sur l'ennemi. Parce que malheureusement, tout ce qu'on n'a pas pour le régime du président Félix Antoine Tshisekedi, on ne communique pas. En principe, dans la communication de la guerre, toutes les fois que l'on a tiré sur, par exemple, comment il s'appelle, Goma, on a tiré, il avait un œil gonflé, il avait été blessé. Dernièrement, quand on a bombardé Bunagana, quand on bombarde, on tue les militaires rwandais. Ce qui nous manque, c'est qu'on a filmé ces cadavres pour dissuader l'ennemi et créer une panique dans l'opinion rwandaise. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Et puis c'est un peu sur tout le plan, je l'ai dit à mon frère et mon ami Eric Nindou, je lui ai dit, nous ne communiquons pas. Même sur le plan, même au niveau de l'armée, on ne doit pas nous limiter au débriefing que mon frère Patrick Mouya organise. Mais je crois qu'au niveau de l'armée, il faudrait qu'on mène une opération telle qu'on prend des journalistes. Une fois qu'on a opéré, vous avez les militaires qui sont dans l'opération terrestre, qui vont et qui filment, et on balance ça, ça va jouer sur l'opinion tant rwandaise que congolaise. Parce que les gens, vous voyez les Rwandais, qu'est-ce qui se passe? Eux, c'est seulement quand on tue chez nous. Mais ils récupèrent rapidement leurs cadavres. Oui, ils le récupèrent rapidement. Ils ont 1 heure, 2 heures de venir récupérer leurs cadavres et nous, on ne va pas très rapidement sur le terrain. Oui. Je crois que nos autorités nous entendent, ils peuvent y aller. Oui. C'est un caractère pédagogique également. Oui, les négociations, en tout cas, même en cas d'une victoire, même en cas d'une défaite. Mais le gouvernement avait dit niet, on ne peut jamais négocier avec les terroristes comme les États-Unis. Cher ami, je suis le gouvernement risque de se rebiffer. Hein? Non, ce qui est vrai, même entre Poutine aujourd'hui et l'Ukraine, même quand il y aura la défaite dans un camp comme dans un autre, les belligérants vont se retrouver pour signer l'armistice. Voilà. C'est-à-dire, les négociations, il y en aura toujours. Donc, nous devions maintenir et la carotte et le bâton de l'autre côté. Et nos renseignements continuer à faire le travail qu'ils sont en train de faire pour fragiliser. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, Kagame est infiltré. Merci, on est et dans la dynamique qui est en train de s'annoncer, je crois que Kagame, on va plus le conjuguer d'ici 2 ans. Merci, on est à la fin de l'émission DigiPresse. Nous disons merci également à notre confrère Nikes Kibelbel, du journal Les Coulisses, qui nous a aidé à préparer cette émission à partir de Goma. Merci à Magloire Paluku de Kivuana, Edmond Izouba d'Opinion Info.cd, et puis Joël Cadet d'Impact News. Merci. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45 et puis samedi à 9h40, 15h45 et dimanche à 9h30 à la radio sur les 6.5 samedi et dimanche et à Béni sur la radio Télégraben Béni et RTGB. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.